That fresh morning. That fresh morning. Avec Jean-Paul sur les 104.5. Jean-Paul, bonjour. Bonjour la fraîche. Alors, comment va ce matin? Ça va très bien. On parle de quoi pour l'actualité internationale? Ce matin, nous allons nous intéresser aux primaires démocrates de l'élection américaine. Il faut savoir qu'elles ont déjà démarré depuis le 3 février. Les primaires? Alors, c'est un processus par lequel les membres militants et les sympathisants d'un parti désignent leur candidat pour une élection présidentielle. C'est un principe qui est acquis depuis c'est-à-dire que dans le parti, on va faire des votes pour savoir qui va aller nous représenter aux élections présidentielles. Le principe est simple. Et là-bas, c'est pas le président du parti qui part forcément? Non, ce n'est pas. Non, absolument pas. Là-bas, ce n'est pas parce que tu es président du parti que de facto tu es candidat à l'élection présidentielle. Mais ça, c'est un principe qui est présent dans les partis de pays d'origine latine. Chez les anglo-saxons, notamment chez les Anglais, les Américains, les Canadiens, etc. Là-bas, tout passe par le processus des primaires. Tout est démocratique. C'est-à-dire, si tu es président du pays, oui, et que tu n'es pas président du parti. Et même président du pays, si les militants et sympathisants pensent que vous n'avez pas valablement représenté leurs intérêts durant votre mandat, ils peuvent mettre la pression au parti pour vous empêcher, pour vous demander de repasser par un processus de primaire pour briguer un second mandat. Non, je voulais poser la question aussi. À ce moment, vous êtes président du pays et que le président du parti n'est pas d'accord avec vous sur un point, il peut vous virer du parti? Non, ce n'est pas possible aux États-Unis. Non, dans le processus, il faut savoir que d'abord, le président des États-Unis, c'est le président de l'État fédéral, d'accord? Donc, le parti n'a absolument pas de moyens de pression sur le président, mais les élus. Par contre, oui, parce qu'il faut savoir que dans le système américain, le président ne gouverne pas seul. Il gouverne avec la représentation du peuple que sont le Sénat et la Chambre des représentants. La Chambre des représentants, c'est ceux qu'on appelle les députés. Voilà, c'est les députés. C'est l'équivalent de notre Assemblée nationale. Donc, c'est avec eux, avec ces institutions-là, l'exécutif travaille en collaboration avec le législatif. Donc, le législatif a des compétences dans certains domaines, notamment dans les choix de certains. C'est pas eux qui nomment, mais ce sont eux qui valident les nominations qui sont faites par le président. Et qui décident de la dépense publique. Et qui décident de la dépense publique, c'est eux qui élaborent le budget, évidemment. Donc, c'est eux qui votent le budget. Non, c'est le gouvernement qui élabore le budget, mais c'est le Sénat c'est la Chambre des représentants qui vote le budget. C'est pas le Sénat. Ça n'entre pas dans les prérogatives du Alors, Sénat. donc, on a quelle situation en ce moment aux États-Unis? Alors, depuis le 3 février, on a eu 2 caucus. La différence entre le caucus et la primaire en elle-même, il faut savoir que dans chaque État a son propre modèle d'élection, y compris pour les primaires. Alors, les petits États, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des caucus, c'est-à-dire que c'est des petites élections par petits comités, d'accord? Au lieu d'organiser une élection telle que nous, on l'entend ici, c'est-à-dire que le même jour sur l'ensemble du territoire, on organise des élections. Le caucus, c'est autre chose. C'est des petits comités par comté. Et donc, à partir des résultats de ces petits comités-là, on va désigner les délégués, on va désigner le candidat qui est vainqueur. Et selon aussi les États, il peut arriver que le candidat qui arrive en tête rafle l'ensemble des électeurs, ou bien il peut arriver que dans d'autres États, le nombre de délégués sera déterminé au prorata du pourcentage que chaque candidat aura obtenu dans l'État. Donc, c'est ce qui est particulièrement intéressant. Mais dans les caucus, évidemment, les caucus, comme ce sont de petits États, donc il y a un nombre de délégués qui est faible. Les grands États ne font pas des caucus. Si vous prenez la Californie, vous prenez le Texas, vous prenez, comment on appelle ça ? Vous prenez d'autres grands États, je pense que c'est la capitale de Miami, c'est la Floride. Voilà. Donc, ces grands États-là ne font pas des caucus. Ce sont des petits États, le Vermont, l'Alaska, la Caroline du Sud, etc. etc. Ce sont l'Iowa, le New Hampshire, ce sont ces petits États-là qui font des caucus. Mais les grands États ne font pas de caucus. Mais ce qui est intéressant dans une primaire, c'est que justement, l'impact médiatique est extrêmement important pour les caucus. En général, aux États-Unis, ce sont les petits États qui commencent les votes et après, on termine avec les grands États. Donc, lorsque la campagne démarre, le fait de gagner dans les premiers États est psychologiquement importante déjà pour son équipe de campagne parce que ça va leur donner des moyens nécessaires, la motivation nécessaire pour
continuer la campagne, parce qu'il faut savoir que la campagne, elle est extrêmement longue. Elle peut s'étaler sur environ entre 9 et 1 an, parce que les candidats ont commencé leur campagne depuis l'année dernière. Donc, c'est vraiment, ça va aller jusqu'au 16 juin, donc c'est-à-dire aux élections à Washington. À Washington, il y aura l'espèce d'élection générale où on va réunir l'ensemble des délégués de chaque candidat, et c'est là-bas maintenant que l'on va valider le choix de ces primaires-là. Et donc, commencer des victoires, même dans des petits États, c'est extrêmement important pour les candidats, parce qu'évidemment, ça va leur donner la force de pouvoir continuer. Mais ce n'est pas aussi, pour ceux qui ne gagnent pas, ce n'est pas une fin en soi. Ça veut donc dire que on avait très bien pu le voir, par exemple, il y a 4 ans, pour Hillary Clinton, qui avait totalement, pas 4 ans, il y a 12 ans, oui, il y a 12 ans, avec Barack Obama, il ne faut pas l'oublier que Hillary Clinton, dans un premier temps, avait délaissé les petits États, parce qu'elle estimait qu'elle n'avait pas besoin des petits États pour gagner, puisque le nombre de délégués était très faible. Et la stratégie de Barack Obama avait été d'abord de gagner dans ces petits États-là pour créer une espèce d'impact psychologique qui devait par la suite créer un effet boule de neige. Et c'est ce qui s'est passé, parce qu'il avait remporté, il ne faut pas l'oublier, en 2007, le caucus de l'Iowa, et c'est là que ça avait véritablement frappé l'esprit des Américains, en se disant que effectivement, ce candidat-là avait la capacité de pouvoir mobiliser autour de lui et de pouvoir remporter l'élection. Et c'est à partir de la victoire au caucus de l'Iowa, il va ensuite remporter le caucus de New Hampshire, et donc par la suite, il va y avoir un effet boule de neige. Donc les États où il y a une très grande majorité de population noire, la Caroline du Sud par exemple, la Louisiane, vous voyez, non. Donc tous ces États-là où il y avait une forte communauté noire qui au départ était plutôt acquise à Hillary Clinton, et bien lorsqu'ils vont voir qu'ils avaient un candidat de leur communauté qui était capable de mobiliser, et surtout il ne faut pas l'oublier, l'Iowa avait la particularité d'avoir une population blanche à 85%. Et donc un candidat noir qui remporte le caucus de l'Iowa dans un État où il y a plus de 85% de blancs, et pour les États qui étaient majoritairement de population noire, c'était quelque chose pour eux d'extraordinaire. Et c'est ce qui a créé ensuite l'effet boule de neige qui leur a permis de remporter cette primaire-là. Alors, maintenant, là, on n'est pas exactement dans cette même configuration-là, puisqu'on n'a pas, par exemple, de candidats noirs. On n'a même pas, le seul candidat issu d'une minorité, c'est le maire de South Bend, c'est dans l'Indiana, c'est Pete Buttigieg, parce qu'il est homosexuel. Donc c'est la seule minorité que l'on a là dans cette élection présidentielle-là. Le reste des candidats, où ce sont des hommes politiques véritablement aguerris, qui ont déjà toute l'expérience. Je pense à l'ancien vice-président des États-Unis entre 2009 et 2017, donc Joe Biden, qui était favori des sondages au départ de ces primaires-là, mais qui aura perdu les deux premiers caucus, donc celui de l'Iowa et de New Hampshire. Le maire de New York, Michael Bloomberg, lui qui est candidat aussi, n'est pas intéressé par les premier caucus, mais en fait, il n'est pas intéressé. En fait, il s'est inscrit en retard. En réalité, il s'est inscrit en retard. Et donc, au moment où il s'est inscrit, malheureusement, les listes étaient déjà closes dans ces deux États-là. Donc, certainement qu'il sera candidat pour la Caroline du Nord. Ce sera le 29 février prochain, oui. Et donc, il va prendre le train en marche. Par contre, ce qu'a révélé ces deux premières étapes de cette primaire-là, c'est que Joe Biden, qui était le favori absolument, vraiment le favori absolu de ces primaires-là, il s'est effondré. Mais ça ne veut pas dire que tout est joué pour lui, non. Il a encore de la marche, il a encore la possibilité de se rattraper, notamment en Caroline du Nord, où il compte sur cette base électorale noire qui lui est totalement acquise du fait de la proximité qu'il a avec le couple Obama. Il espère à partir de là pouvoir lancer véritablement sa campagne, sa primaire pour cette élection-là. Et l'autre révélation, c'est surtout, donc je l'ai dit, le maire Pete Buttigieg, le maire de South Bend dans l'Indiana, qui est ouvertement homosexuel et qui aura remporté, à la surprise générale, le caucus de l'Iowa. Alors, Quant à, évidemment, l'autre personnalité, Bernie Sanders, qui est le sénateur de Vermont, lui, il aura remporté le caucus du New Hampshire, donc la première dans le New Hampshire. Et donc, par la suite, cela disait évidemment toute la
toute sa capacité de mobilisation, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il est sorti deuxième dans le caucus de l'Iowa. Alors, maintenant, évidemment, ces primaires-là ont vu déjà, il ne faut pas l'oublier qu'au départ, ils étaient 11 candidats. Il y a 3 qui ont abandonné, à savoir Andrew Yang, qui est un homme d'affaires originaire de l'État de Californie, qui s'est retiré à l'issue des primaires de New Hampshire. Il y a Michael Bennet, qui est le sénateur du Colorado aussi, qui s'est retiré à l'issue des élections de New Hampshire. Et Patrick Deval, qui est aussi l'ancien gouverneur du Massachusetts, qui lui aussi s'est retiré à la suite des résultats des primaires de New Hampshire. Donc, il reste maintenant 8. Alors, l'autre grande déception aussi, c'est évidemment la sénatrice du Massachusetts, Elizabeth Warren, dont la cote de popularité avait grimpé, surtout à l'issue du premier débat télévisé de cette primaire démocrate, où elle avait montré évidemment toute sa capacité à pouvoir fédérer autour d'elle, mais elle souffre malheureusement d'un problème, c'est que elle joue dans les mêmes plate-bande que je peux dire Bernie Sanders, c'est-à-dire ce sont ceux qui sont à la gauche du Parti démocrate. Or, Joe Biden, par exemple, ou bien le Tom Steyer, voilà, Tom Steyer, j'ai du mal à retenir parfois leur nom, eux jouent plutôt vers le centre. Mais la différence entre Tom Steyer et Joe Biden, c'est que Joe Biden a beaucoup plus d'envergure sur le plan politique et donc a une plus forte capacité de mobilisation que Tom Steyer. Par contre, Elizabeth Warren et Joe Biden, évidemment, dans la niche dans laquelle ils s'intéressent, c'est une niche qui est extrêmement petite dans le Parti démocrate, et donc venir se disputer là, c'est particulièrement difficile pour elle, étant donné l'ancienneté en matière de pratique, de politique en termes d'élections, en termes de primaire, parce qu'il ne faut pas l'oublier, il y a 4 ans, Bernie Sanders était le finaliste malheureux de cette primaire-là. Et donc, Elizabeth Warren, malheureusement pour elle, c'est sa stratégie politique qui la rattrape aujourd'hui, parce qu'elle a une stratégie politique qui est relativement proche de celle de Bernie Sanders, même si ils ne s'entendent pas sur la stratégie à mener pour essayer de faire partir Donald Trump de la Maison-Blanche. Mais ce qui est clair que sur le fond, sur la niche, sur le plan de l'idéologie politique, Elizabeth Warren et Bernie Sanders jouent sur le même terrain. Évidemment, maintenant, on va attendre de voir ce que cela va donner le 29 février prochain en Caroline du Nord, là où ce sera la 3e étape, mais ce sera là aussi un petit État. Tout va commencer à être particulièrement sérieux à partir du Super Tuesday qui aura lieu en début mars. Lors du Super Tuesday, là, on aura des élections dans une dizaine d'États, donc grands et petits. Donc c'est à partir de là que véritablement va se dessiner, vont sortir les candidats, les finalistes qui seront susceptibles d'aller au bout de cette primaire qui doit s'achever le 16 juin prochain. Merci Jean-Paul, qui revenait donc sur les primaires du côté des États-Unis. Ça, c'est les primaires chez les démocrates. Oui. Les républicains ne feront pas. Ils ne feront pas parce qu'ils sont tous derrière Donald Trump. Et d'ailleurs, le rejet de la demande l'arrêt de la procédure de destitution a renforcé, si tu veux, l'emprise de Donald Trump au sein du Parti républicain et au sein de la droite américaine, la droite conservatrice américaine. Donc, ce qui fait que le deuxième mandat de Donald Trump, les républicains vont faire des partiels. Des primaires. Si Donald Trump est réélu, évidemment, au terme de son second mandat, il y aura des primaires républicaines. Parce qu'il ne peut pas faire 3 mandats. Non, il ne peut pas faire 3 mandats. Voilà. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal, le plus haut de la capitale sur la radio, la plus haute de la capitale. Da Fresh Morning.